Bonjour. Ça marche. Bonjour. Merci donc d'être venu à cette rencontre ce dimanche après-midi à Laval pour le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, où j'ai le plaisir, sans partage, de recevoir Stéphane Haudegui à mon extrême Bonjour. gauche et Éric Pessan à ma gauche toute simple, ce qui ne préjuge en rien Bonjour. d'éventuelles appartenances politiques. Alors, je vais déjà dire quelques mots des livres et ensuite quelques mots de l'intitulé de la table ronde. Donc, le livre de Stéphane Haudegui, L'avenir, paru au Seuil, donc dans la collection Fiction et compagnie, pour un livre qui concerne tellement le temps, comme l'indique son titre. C'est un livre qui est en 3 temps. Premier temps qui commence par une déflagration, ou plus exactement une désagrégation, c'est la Joconde et un certain nombre d'icônes, comme on dit, d'icônes de la peinture figurative, qui connaissent le même sort. Elles sont réduites en poussière. Et tout cela va être vu par un carrousel de personnages, variés, qui sont un peu ponctionnés dans l'écosystème des arts. Donc on va avoir une espèce de clone d'Abby Warburg, un gardien, un visiteur chinois qui aura filmé la chose, un millionnaire ou multimillionnaire qui va lancer l'idée du trake, c'est-à-dire du true et du fake, autrement dit de reproduction numérique des œuvres. Et donc tout ce petit monde va permettre d'agiter, de se passer comme un passage de relais assez réjouissant, des questions sur l'art, la figuration, etc. Et tout cela va prendre, j'allais dire, une couleur et une accélération beaucoup plus nette et beaucoup plus intense, avec une seconde partie qui concerne cette fois directement le narrateur, Ismaël, lequel se lance dans une quête un peu à l'Indiana Jones sur des caches nazis, des caches dans lesquelles se trouveraient des œuvres spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. Et cela se concluant avec une troisième partie où il est question justement d'une secte néo-nazie et d'une jeune fille s'en échappant. Donc tout cela est à la fois extrêmement divertissant, mais au bon sens du terme, car Éric Pessan me dira tout le mal qui pense du divertissement au mauvais sens du terme, mais également tout cela est d'une cohérence remarquable et ne correspond pas au petit morceau désagrégé de la Joconde, car au bout du compte, ce qui tient et ce qui fait le liant de toute la délicieuse sauce romanesque de Stéphane Haudegui, c'est la question de la figure humaine telle qu'elle disparaît dans les tableaux qui disparaissent justement, mais aussi ce qui va rester de l'humanité, puisque, je ne l'ai pas dit, tout cela se déroule dans une espèce d'anticipation, et une anticipation qui vire à l'apocalyptique ou au post-apocalyptique, pour donner une idée de l'atmosphère. Donc qu'est-ce qui reste de l'homme, qu'est-ce qui reste des regards sur l'homme, qu'est-ce qui reste de la figure humaine. Voilà, donc grosso modo, et encore je n'ai pas épuisé la totalité du roman. Éric Pessan, j'en viens à vous, vous êtes là pour 2 livres. Alors un premier livre, alors malheureusement nous on aurait dû faire cette table ronde quelques jours plus tôt, parce que l'anniversaire de Shakespeare tombe le 23 avril ou le 26 avril, selon les sources, on est le 27. Better late than never. Donc Ma tempête aux forges de Vulcain. Il s'agit donc d'un roman. Dans ce roman, un metteur en scène mis sur la touche, metteur en scène qui aurait souhaité mettre en scène La tempête et acquis des exigences, des contraintes indépendantes de sa volonté et sans doute très liées à des questions de budget, ont interdit d'effectuer ces mises en scène, se console en racontant la tempête à sa fille en une journée, unité de lieu, et au moment où éclate à l'extérieur une tempête. Donc il y a tout le côté hommage à Shakespeare, hommage à cette porosité entre la réalité et la fiction. Il y a également, à partir de Shakespeare et à partir de David, le metteur en scène, toute une façon de mettre en scène, c'est le cas de le dire, des questions touchant à la nature de l'art, à son autonomie, à la nécessité aussi d'un art qui ne soit pas un art de divertissement ou un bien de consommation. Et tout cela est englobé dans une réflexion, mais ce n'est pas une réflexion car c'est un roman, disons dans une tonalité plus vaste qui tourne autour de l'enfance, du théâtre comme jeu d'enfant, de l'art comme jeu d'enfant génial.
Et à côté, un petit livre, Théorie du coyote, paru à la Clé à Molette. Donc là, on est dans le registre, j'allais dire qu'on est dans le registre de l'essai, mais pas du tout. Alors c'est l'essai comme l'envisagerait Nietzsche, comme l'envisagerait le romantique, un essai fragmentaire, un essai kaléidoscopique, mais pour autant extrêmement concerté, extrêmement cohérent, où il s'agit de tourner autour de la notion de culture au sens large, de lui donner toute son élasticité, toutes ses résonances, alors d'aborder une multitude de thèmes, les rapports entre culture savante et culture populaire, la question du lien entre culture et libéralisme. C'est aussi l'occasion pour Éric Pessan de s'amuser à créer des petites théories. Donc on a une théorie du coyote, on dirait peut-être quelques mots tout à l'heure. Il y a aussi, pour les amateurs de mathématiques, il y a une théorie des ensembles. Alors je rassure tout de suite, ce sont des mathématiques extrêmement simples, on en parlait tout à l'heure. Maternelle. Disons primaire, primaire mais pas primitive. Et donc tout cela nous donne une espèce de vision panoramique sur la question de la culture. Et au-delà, c'est une façon de mettre le doigt sur le pouls, sur une espèce de battement qui est cette dialectique propre à la culture entre exclusion et inclusion, entre snobisme et volonté de généralisation, entre désir d'éducation et rétrécissement de la culture lorsqu'il s'agit par exemple d'envisager la définition des arts. Donc voilà grosso modo, et enfin disons, selon une expression qu'on employait beaucoup il y a 10 ans, peut-être moins aujourd'hui, c'est une véritable petite boîte à outils intellectuelle aussi pour qui s'intéresse à la culture. Donc voilà grosso modo pour les 3 livres qui nous intéressent. Et une dernière chose avant donc de commencer, rappeler peut-être un peu comme un filigrane ou un peu comme un gros nuage de tempête très noir, rappeler peut-être quelques chiffres, vous rappeler les coupes dans les subventions et les coupes dans les budgets alloués à la culture dans toute la France, et en particulier dans les régions, et en particulier également dans la région qui nous concerne ici, ce dont a pâti le Festival de Laval aussi. On y reviendra sans doute, mais j'aimerais qu'on ait ça un petit peu en arrière-plan. Enfin. Alors peut-être pour commencer, donc cette table ronde nous invite à réfléchir sur la question des arts, de leur éventuelle disparition. J'aimerais commencer avec vous, Stéphane Hautguy, et avec peut-être l'histoire personnelle du premier personnage qu'on voit apparaître dans l'avenir. Donc c'est un Chinois qui est un dingue de la Joconde, qui vient la filmer et qui se trouve au bon endroit au bon moment, puisqu'il la filme au moment où elle disparaît. Donc sa vidéo devient virale. Mais ce Chinois ne vient pas de n'importe où. Il a été un maoïste. Il était un garde rouge. Il a fait partie donc de ces, on ne dira pas ayatollahs, mais disons de ces intégristes et ces puristes de la révolution maoïste, ces destructeurs de la culture. Et je me demandais, alors une question toute simple, assez banale, et en rapport avec l'actualité, face à la montée de l'illibéralisme, face à la montée des censures, je pense par exemple à tous les livres qui ont été censurés aux États-Unis depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Est-ce que on pourrait dire qu'il y a une espèce d'éternel recommencement de l'histoire? Est-ce que cette haine de la culture qu'on a trouvée dans certains régimes ultra-totalitaires sera en train d'être jouée aujourd'hui? Vaste question, voilà. J'en conviens. Moi, je préfère les questions compliquées. Parce que les questions simples, oui, c'est difficile. Alors, est-ce que ça recommence? C'est pas du tout le sentiment que j'ai. J'ai l'impression, au contraire, j'ai l'impression que se joue une nouvelle façon de haïr la culture, qui n'est pas du tout la même que classiquement. Très simplement, par exemple, effectivement, lui, ce personnage chinois, est dans l'ordre de la destruction des œuvres. Or, j'ai l'impression qu'on ne détruit pas les œuvres, sinon d'une façon paradoxale en les multipliant, ou en prétendant, au contraire, donc les adorer. Donc c'est très pervers, je trouve. C'est pire. Donc ça revient, cette haine-là, mais elle revient sous des formes très très poisseuses, de la même façon que on est obligé de se mettre dans une position défensive quand on défend la culture. C'est quand même très très étrange. J'ai l'impression qu'on nous accuse d'être élitistes, en fait, toutes ces choses-là. Donc c'est pas tout à fait les mêmes formes, quoi. Voilà.
Ouais. Et ce personnage, en fait, il appartient à un monde fini, quoi. Ce personnage chinois, c'est l'ancien régime de l'image. Et lui-même fait des images, voilà. Et sa vidéo devient autre chose. Donc il passe dans le règne de la multiplication des images ou de la liquéfaction aussi des images, où on est maintenant. C'est-à-dire que les choses disparaissent en apparaissant de façon massive. Ouais. Donc on ne serait plus à l'ère de l'autodafé, mais plutôt à l'ère de la prolifération. Oui, bien sûr, au contraire, oui, on dit qu'on adore. On adore. D'ailleurs, on fait des magnets, on reproduit les œuvres d'une façon... J'ai un plateau, la Joconde, pour l'apéro. Et ben voilà, très bien. Un sourire à table. Ouais. Puis plus on boit, plus elle nous regarde. Hein. Voilà. Poésie de... Voilà. Donc, c'est pas le même régime. Et il y a quelque chose d'impensable dans ce qui nous arrive là, je trouve, dans la multiplication des images. Enfin, c'est très banal ce que je dis, mais on ne peut plus, par exemple, on ne peut plus prétendre avoir vu... Enfin, le nombre d'images qui circulent, par exemple, sur les réseaux sociaux est tel que personne ne les a vues. Quantitativement, c'est monstrueux. Donc on est dans une autre façon de... Ouais, Et puis tous ces gens qui, au fond, se passent très facilement d'original. On a tous fait cette expérience d'aller dans un musée et qu'une dame mette son bras devant vous pour faire une photo de travers d'un tableau qu'elle ne regarde pas. Alors c'est très curieux comme cérémonie, puisqu'elle vient. Des fois, elle a fait 10 000 kilomètres. Enfin, des gens arrivent devant la Joconde pendant un moment. Là, c'est fini les selfies, mais vers 2005, les gens faisaient 11 000 kilomètres pour voir la Joconde, et dès qu'ils arrivaient devant, ils se tournaient. C'est long, comme... Waouh. Et on se dit, mais restez chez vous. Pourquoi pas d'ailleurs rester chez soi, parce que alors la question de la reproduction voilà, aussi. on va en reparler abondamment, mais alors peut-être juste avant de passer à Éric Pessan, comme vous m'avez confié très imprudemment que vous aimez les questions compliquées, je me demandais si voilà comment parce que là on a parlé sur l'image, maintenant je vous interroge sur ce que vous venez de dire en tant que romancier. Comment rendre ce que vous venez de dire dans un roman? Est-ce que ce que vous avez fait, c'est-à-dire multiplier les points de vue, en tout cas dans la première partie, c'est une façon aussi de rendre cette démultiplication d'images? Certainement, mais alors la forme roman, elle m'intéresse aussi par rapport à l'image, parce que l'image, ça doit être parlé. Enfin, pour moi, il y a il y a une correspondance profonde entre commenter un tableau, entre le verbal et non verbal, quoi. Et que le régime... Alors, il se trouve que moi, j'enseigne et que j'enseigne beaucoup sur des images. Et moi, mon travail social, politique, mais aussi romanesque, parce que c'est quand même lié, c'est d'arriver à ce que les gens parlent les images qu'ils aiment. D'arriver à faire advenir un discours sur les images et écrire un roman sur les images, c'est une façon d'accompagner ça. Parce que sans le langage, qu'est-ce qui reste? Il reste la violence. Voilà. Yes. Et d'ailleurs, pardon, mais au fond, les gens qui vont au musée, le grand public qui va au musée, il sait bien ça, parce que d'abord, il récupère un audio guide, c'est-à-dire les gens vont au musée pour écouter, ce qui est déjà quelque chose, quoi. Ou alors, ils lisent patiemment des cartels, qui d'ailleurs sont très mal faits, enfin, les commentaires, là. Mais je pense qu'il y a entre le logos et entre le logos et l'image, il y avait un lien profond que je vois être en train d'être détruit. C'est ça qui me paraît... Voilà. D'accord. Alors c'est très intéressant, ça pourrait nous amener très loin, parce que... c'est votre faute. Hein. C'est vous qui avez posé vous avez joué le jeu aussi. Non, mais je pensais ce régime-là, ce régime du lien entre le langage et l'image, c'est un régime qui n'est peut-être pas celui de la peinture classique, où la peinture était affaire de choses muettes, comme disait Poussin. Mais bon, ça risque de nous emmener très loin. Recentrons-nous. Je vous laisse réfléchir, on en parlera après. Et je passe lâchement à Éric Pessan. Alors, Éric Pessan, justement, j'aimerais revenir sur cette question de haine, vraiment de la culture. Et j'aimerais reprendre un personnage de Ma Tempête. C'est le frère de David. Il y a une scène que rappelle David. Alors son frère est un homme politique.
et il y a une scène de réunion de famille, c'est généralement propice à ce genre de nom d'oiseau, et David éclate, traite son frère de connard, et il s'en prend donc à son frère qui vient de débiter un discours sur la culture qui devrait être bien de consommation. Mais avant, vous soulignez quelque chose de très intéressant, peut-être plus que la haine de la culture, il y aurait une certaine hypocrisie dans les liens entre, disons, un certain nombre d'hommes politiques et la culture. Qu'est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça? Oui, je vais essayer d'être bref aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En gros, donc je suis écrivain, j'enseigne pas à côté, c'est mon seul métier. J'écris des romans, j'écris du théâtre aussi, et je travaille régulièrement avec des compagnies de théâtre, des compagnies de danse. Enfin bref, peu importe. La culture, c'est le milieu dans lequel j'évolue, voilà, d'une façon générale. Depuis quelques années, je vois un discours qui était un discours ultra minoritaire devenir de plus en plus fréquent, de plus en plus commun. On en a eu quelques exemples éclatants dans cette même région. À savoir, il y a trois éléments. Le premier élément, tu en as parlé, c'est l'élitisme. Donc brusquement, la culture, ça devient élitiste, donc c'est pas bien. Voilà. Selon quoi je suis d'une certaine façon d'accord. L'élitisme, si on ne donne pas les clés de la culture, forcément c'est un entre-soi et c'est quelque chose qui se referme. Voilà. Mais à l'élitisme, on oppose tout de suite la solution, c'est d'aller vers une sorte de populisme. C'est-à-dire il faut soigneusement niveler par le bas tout ce qui peut aider à penser, tout ce qui peut faire du lien, etc. Ça, c'est le premier élément que je constate énormément autour de moi. Le deuxième élément, c'est l'argent public. Donner de l'argent public à des artistes, c'est mal. C'est gaspiller de l'argent public, c'est la crise, c'est la dette. Et donc, on va gaspiller de l'argent public. Petit rappel, par exemple, il se trouve que moi, régulièrement, je vis ma vie grâce à de l'argent public. Par exemple, l'année dernière, j'intervenais tout au long de l'année scolaire, une semaine par mois, dans un lycée à Paris qui accueillait tous les élèves qui étaient refusés par leur lycée de secteur. C'est un lycée qui a des immenses soucis, à la fois évidemment de suivi scolaire et puis d'obtention du baccalauréat et puis des soucis enfin, il y a beaucoup de violence à l'intérieur du lycée. Moi, j'étais là une semaine par mois, je travaillais, je faisais écrire les élèves. On a travaillé sur quel intérêt ils voyaient venir au lycée. C'était le sujet que je leur proposais d'écrire. Et en leur demandant leur point de vue à eux. Je touchais de l'argent public pour faire ça. Et ce qui est pas la même chose quand on entend les politiques parler des subventions pour les artistes. On a l'impression que la subvention pour les artistes, ça paye le carrelage de sa piscine, quoi. Alors que l'artiste qui est subventionné, c'est qu'il va effectuer un travail avec cette subvention, comme d'une certaine façon les politiques sont subventionnés pour effectuer leur travail de politique. Ça c'est le deuxième élément. Et en fait, d'une certaine façon, là, j'en viens au troisième, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de raz-de-marée en ce moment qui est d'une sorte de haine de la culture. Mais il faut voir qu'est-ce que ça cache, parce que c'est faux que la culture coûte cher. Je raconte une toute petite anecdote. Il y a très très longtemps, je m'occupais d'une radio associative à Nantes, une radio faite par des étudiants, et je demandais une subvention de fonctionnement. Je demandais 100 000 francs. On me disait, ah là là, 100 000 francs, mais t'es fou. 7 salariés, 150 bénévoles. 100 000 francs, ah là là, t'es fou. Et puis, il y avait un type qui m'aimait bien au conseiller municipal qui m'avait dit, tu sais ce que tu demandes? Je dis non. Tu demandes 1,50 m de trottoir. Voilà. Et la culture ne coûte pas cher. Voilà. La culture ne coûte pas cher. Donc il y a un faux débat qui est en train de se poser maintenant. Toutes ces accusations d'élitisme, toutes ces accusations d'artistes subventionnés, donc qui ne sont pas viables. Enfin, les artistes n'ont jamais été viables. Voilà. Les préhistoriens nous enseignent que ceux qui peignaient dans les cavernes, qui étaient certainement des femmes, eh ben, les autres les nourrissaient en échange de leur peinture. Donc la culture n'a jamais été viable. Ils n'allaient pas chasser, elles peignaient sur les parois. Sans le soutien du roi, du pacha, du mécène, de la direction régionale des affaires culturelles,
personne n'est viable. Donc c'est une logique biaisée. On nous tient un discours qui est complètement faux, qui est complètement biaisé, mais qu'on entend et on nous assomme dessus, on nous le répète, on nous répète ça. Et en fait, tout ça finit par me mettre en colère. Et je pense que la colère est un des moteurs d'écriture de Ma Tempête, pas le seul, mais en tout cas, la colère est un vrai moteur d'écriture de Théorie du Coyote. Quand j'ai entendu un Premier ministre à l'époque faire un grand discours, j'étais en face de lui, dire qu'il faut que la culture cesse d'être élitiste, il faut que la culture, ça soit la fête. Voilà. Et j'ai rien contre faire la fête. J'ai même un plateau Joconde pour servir l'apéro à mes amis. Mais je pense pas que la différence, enfin l'inverse de l'élitisme, ça soit la fête. Alors ça, oui, ça c'est quelque chose que vous analysez beaucoup dans Théorie du Coyote, et en particulier, on en reparlera peut-être, vous montrez que l'inverse de l'élitisme, c'est plutôt l'élitisme pour tous, selon une formule qu'on attribue tantôt à Vitesse, tantôt qu'on l'attribue à plein de gens. Mais j'aimerais revenir sur vraiment cette question de la haine de la culture. Qu'est-ce qu'il y a derrière, peut-être parce que c'est bien joli, non, c'est pas joli du tout, mais de s'en prendre à la culture, de dire ouais, les artistes ne foutent rien, ils nous coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Mais est-ce que ça cache pas quelque chose d'autre cette haine de la culture, c'est aussi une haine de tout ce qui fait réfléchir, une haine du lien. En fait, je trouve que la culture est quelque chose qui nous relie tous. Enfin voilà, si on est là ce dimanche après-midi alors qu'il fait beau, c'est que tous ici dans cette salle, on a quand même un goût commun pour une chose de la culture, voilà. Et il y a une haine du lien. C'est beaucoup plus simple. Je vais essayer de faire un lien acrobatique avec le livre de Stéphane, dont j'ai lu 25 pages ce midi et que j'ai toujours pas fini de lire. Mais c'est beaucoup plus simple d'être chez soi devant un écran d'ordinateur en train de regarder la multiplicité des images que d'être ensemble dans un théâtre, que d'être ensemble dans une librairie, que d'être ensemble dans une salle de spectacle, dans une salle de concert, peu importe. La culture crée un lien très fort entre les individus. C'est un lien, c'est une communauté, c'est un partage. Et je crois qu'il y a une véritable haine de tout ça derrière. Alors ouais, effectivement, c'est ce qui transparaît. Un autre terme que vous employez beaucoup, c'est aussi celui de diversité. Vous montrez comment la question de la culture est liée à cette question de diversité et s'oppose à l'idée d'une monoculture, d'une culture unique où finalement il n'y aurait qu'un seul artiste, l'artiste célèbre qui serait financé. Alors c'est intéressant ce que vous citez là, vous parliez du livre de Stéphane Hautguy, c'est commode, ça me permet de poser la question maintenant. Et la question que je me posais justement, supposons que si les arts disparaissent, comme vous l'imaginez, c'est-à-dire si les tableaux, en tout cas certains tableaux figuratifs disparaissent, il peut y avoir des substituts, la reproduction numérique que lance un de vos personnages, Carlos Hernandez. Et alors moi je voudrais vous demander simplement, vous nous avez dit tout à l'heure, vous travaillez beaucoup sur l'image, vous travaillez beaucoup sur la parole telle qu'elle peut être suscitée par l'image. Vous-même en tant que regardeur, comme on disait autrefois, de tableaux, est-ce que vous avez les mêmes émotions devant, disons, une excellente reproduction numérique, je ne sais pas, de la Joconde, de la bataille de San Romano Bien sûr que non. Mais moi, je vais employer un mot totalement rétro, mais je crois qu'il y a une dialectique entre les œuvres et leur reproduction, et que tous ces apports du numérique, en gros, me paraissent servir formidablement la connaissance des œuvres originales, quoi. Voilà. Ça me paraît clair. Il faut être sérieux, quoi. Quiconque est allé voir la Joconde au Louvre a été déçu. C'est tout petit, on voit rien, on comprend rien d'ailleurs. Enfin, c'est une œuvre complexe, la Joconde en plus. Donc oui, vous allez sur un moteur de recherche et vous allez voir une image en haute définition et vous allez voir que ceci va nourrir par la précision de la reproduction votre connaissance. Et j'en dirai autant de la Chapelle Sixtine, qu'on voit beaucoup mieux dans un livre de Taschen que... On n'a même plus le droit de s'allonger en plus à la Chapelle Sixtine. Car je me suis allongé à la Chapelle Sixtine. Il y avait même des miroirs par terre pour qu'on voit le plafond. C'est fini tout ça. Il y a trop de monde. Voilà. Alors je donne un autre exemple parce que c'est un exemple que je trouve absolument formidable. Il y a un tableau de Goya qui s'appelle Les Vieilles, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Lille. C'est un tableau admirable. Ils ont fait une reproduction sur leur site en très haute définition de ce tableau.
Si vous voulez comprendre la touche de Goya, vous la comprendrez mieux en zoomant dans cette image. Et je vous invite tous à aller voir ce truc. C'est absolument prodigieux. Mais ça ne remplace pas, évidemment, l'œuvre elle-même, etc. Je reviens un peu en arrière et peut-être sur la question de la haine de la culture. Il y a la haine du possible là-dedans. Je pense que c'est une époque qui nous dit non, c'est fini là, c'est bon, il n'y aura plus rien n'est possible. Il faut être sérieux, il faut être réel, il faut être réaliste, il faut être machin. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle L'avenir parce que je déteste le futur. Le futur, c'est ce qu'on nous promet, quoi. Le futur, c'est les statisticiens. Le futur, c'est le commissariat au plan qui prévoit ce qui va se passer. Le futur, c'est nous écraser devant des réalités quantitatives, généralement. Ce qui m'intéresse dans le mot avenir et dans la fiction, et qui est insupportable aux puissants, je pense, c'est le sens du possible. Voilà. Ils ne supportent pas ça. Moi, j'ai connu par exemple, j'ai connu plein d'énarques qui lisaient jamais de fiction. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh. Ils en ont lu à l'école, quand ils étaient à Henri IV pour passer leur concours. Mais ils lisent pas de fiction. Pourquoi ? Parce que c'est pas vrai. Voilà, la confusion entre réel et vrai, mais c'est terrifiant. Et pour prendre une très vieille formule, là aussi dépassée, qui est une formule de Beckett, que reprenait toujours Deleuze, du possible, sinon j'étouffe. Et la fiction, c'est le possible. Refaire la tempête dans une baignoire avec une petite fille, faire les vagues comme le fait Éric dans son roman. Il y a une notion de jeu où il faut entendre évidemment le ludique, mais il faut entendre évidemment le jeu entre les pièces, quoi. Il y a du jeu, ça veut dire que ça peut jouer, quoi. Et c'est de ça qu'on vit, en fait. C'est ça qui nous tient. En quoi d'ailleurs, je ne suis pas pessimiste, moi je pense que c'est impossible que les œuvres d'art disparaissent, ou alors il n'y aura plus personne pour le constater. Donc on est tranquille de ce point de vue-là. Je suis un optimiste apocalyptique. Non, parce que si vraiment ça disparaît, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Personne n'a jamais fait ça d'ailleurs, sauf une. Personne n'a jamais fait un roman de fin du monde. Vous avez remarqué que les gens qui racontent la fin du monde, comme moi, sont des optimistes. Parce que ça ne se termine jamais, en fait. Je connais un roman, qui est très beau d'ailleurs, qui est de Marie Shelley, qui s'appelle Le Dernier Homme. Mais c'est formidable. Parce qu'à la fin, il y a un mec. Qui a osé dépeupler comme ça ? Moi, vous voyez, à la fin, c'est pas pour divulgacher mon propre roman, mais il y a quand même 2 personnes, quoi. Bon, par rapport à 10 milliards, c'est pas terrible, mais c'est ça mon optimisme à moi. C'est déjà ça, oui. Oui, et 2, c'est bien. 2, c'est un monde, voilà. En tout cas, c'est la possibilité d'un monde. On en revient au possible une fois de plus. Alors, ce qui est intéressant, cette question de possible dont vous parliez, les œuvres qui disparaissent dans votre roman sont des œuvres figuratives, c'est-à-dire des œuvres représentant ce qui peut être perçu par l'homme, ce qui peut être perçu par l'œil humain. Donc, pourquoi cet accent sur la figuration ? Et si je rattache à ce que vous venez de dire sur le possible, parce que la figuration est impossible pour l'humain, impossible pour le monde dans lequel on vit. Alors non, en fait, c'est dans l'autre sens que ça m'intéressait, c'est-à-dire, il me semble que l'art moderne et contemporain s'est engagé dans des voies qui étaient formidables, qui ont fait leur temps. Et pourquoi pas, d'ailleurs, moi je relève cette imposture fondamentale qui est quel art ose s'appeler contemporain ? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Le contemporain, c'est moi. Donc c'est moi, il n'y a que moi. Voilà. Je trouve ça dément déjà, comme si, je ne sais pas, nous on disait... moi si je dis je suis un artiste contemporain, tout le monde va rigoler, quoi. Donc non, c'est même pas... on est poli. Ah ouais, vous êtes trop poli, voilà. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête. Non mais voilà, alors du coup, moi ce qui me frappe, c'est le rapport... parce que la grande élision aussi de notre époque, c'est le corps. Ce dont mon époque paraît bien emmerdée, c'est le corps. Les jeunes gens que je vois dans l'établissement où je travaille sont bien emmerdés d'avoir un corps. Or, l'œuvre d'art classique, c'était un certain rapport entre le corps et le sens.
et que ça passe aussi par la parole. Et donc il y avait un lien entre, pour moi, il y a un lien entre l'érotisme, enfin c'est ce que dit le roman, je crois, entre le paysage et la femme, il y a des liens par exemple évidents, et que l'un répond à l'autre en quelque sorte, et que à se couper de ça, on s'expose à, d'un côté, comme disait Annie Lebrun, des idées sans corps, et de l'autre, des corps sans idées. Il y a une très très belle nouvelle de Stefan Zweig qui s'appelle La femme et le paysage, et qui est vraiment cette espèce de fusion de la nature dans l'érotisme et inversement. Donc ça apporte de l'eau à votre moulin. Eh ben, je ne connais pas cette nouvelle, merci beaucoup. Je vais lire ça. Et Éric Pessan, justement, reprenons un petit peu cette idée de haine de la culture, et sous la forme donc de l'élitisme. Il y a aussi cette question dans l'élitisme, et j'en viens à un des nombreux points saillants de votre livre Théorie du coyote. Il y a dans l'élitisme une façon donc de repousser certaines branches de la création humaine au motif qu'elles seraient vulgaires, populaires, etc. Bref, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que parmi les formes de haine de la culture, il y aurait des haines de certaines cultures au nom d'autres cultures, des volontés d'hierarchie? Oui, bien sûr, parce que chaque culture, il y a plein de cultures qui veulent exclure la culture. Ma culture, elle est quand même mieux que la vôtre. Enfin voilà. Et donc là, je suis relativement inculte parce que j'ai pas lu la nouvelle de Stefan Zweig et je ne connais pas le roman de Mary Shelley. Mais je note pour plus tard, l'un comme l'autre. Non, c'est le point coyote. C'est le point. Parlez-nous du point coyote. Alors, on va faire une mini parenthèse. Le point coyote. J'avais pas envie, donc je repars en arrière. Donc ce très jeune Premier ministre qui dit que la culture doit pas être élitiste, la culture ça doit être la fête, et qui lance une fête à la saucisse de Montbéliard ce jour-là. Et donc voilà, donc je reviens très très en colère parce que de cet événement auquel je participais en tant qu'auteur associé, et j'avais pas envie d'éluder cette accusation d'élitisme. Voilà, elle m'intéressait, cette accusation d'élitisme. Et en fait, j'ai très vite, alors pour aller très vite sur le point coyote, je me suis retrouvé un jour dans un lieu comme ici, avec des auteurs de théâtre, voilà, et puis tout le monde parlait de sa pièce de théâtre, et puis il y a une dame dans le public qui a dit haha, le théâtre, le texte c'est le coyote, et tout le monde a fait hu hu, et puis on est passé à autre chose. Voilà. Il n'y a pas eu une seule question qui a été posée, moi j'étais dans le public, il n'y a pas eu une seule question qui a été posée à cette dame pour dire mais excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Voilà. Tous les auteurs présents ont fait hu hu, ça a un peu ricané, voilà. Et je suis ressorti, après je prenais le métro, j'étais à Paris. Je suis ressorti dans le métro, je me suis posé la question. Immédiatement, il y avait un truc très flatteur pour moi. Je savais ce qu'elle disait quand elle disait que le texte c'est le coyote. Je savais ce qu'elle disait parce que j'avais en tête, je l'avais entendu, redit, en mettant en scène, un copain me l'avait dit. Voilà, j'avais en tête que c'est c'est Einar Müller qui parle de Joseph Beuys. Einar Müller, qui est un metteur en scène de théâtre et auteur de théâtre. Il parle de Joseph Beuys, artiste est-allemand, qui était allé à New York se faire enfermer dans une galerie avec un coyote pendant 3 jours et 3 nuits pour protester contre la guerre du Vietnam. Et donc Beuys pouvait à tout moment se faire attaquer par un coyote. Voilà. Les vidéos d'ailleurs. On trouve la vidéo très facilement en ligne, voilà. Et quand elle a dit le texte c'est le coyote, oui bien sûr j'ai vu Müller qui parlait de Beuys, etc. J'avais toute cette chaîne, voilà. Et j'en ai ressenti une espèce de petit plaisir. Et après je me suis dit mais il y a plein de gens dans la salle qui ont entendu juste un truc, des gens faire une private joke sur la culture. Et il n'y a eu aucune explication, il y a eu personne n'a osé poser de questions. En tout cas, si quelqu'un n'a pas compris, cette personne a bien senti que si elle levait la main pour dire j'ai pas compris, elle passait pour un con. Et j'étais avec ça dans le métro. Et donc j'ai décidé aussi de déposer des points coyotes à chaque fois qu'on est dans une espèce d'entre-soi confortable, aisé, facile, où on est en train de parler de culture. Et je me retrouve régulièrement dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. La culture est aussi un moyen de faire le tri, quoi. Voilà. Et je parle aussi de culture populaire parce que j'ai vécu ça moi-même. Je me souviens d'un prof. Autrefois, au collège, on vous demandait profession des parents, femme de ménage, gardien de prison,
Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Je lisais Stephen King, Lovecraft, Arthur Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury, et une prof de français dire c'est qui Éric Pessan? C'est moi, madame. Vous savez qu'il vaut mieux ne pas lire que de lire des conneries pareilles. Et avec des parents comme ça, on ne peut pas faire grand-chose de vous. Rentrez au collège, voilà. Et le pire, c'est que je l'ai cru. C'est que je l'ai cru. Je me suis dit, je lis de la merde. C'est pas comme ça que je vais me cultiver. Il faut que j'arrête de lire ce qui me plaisait de lire. C'est ça le côté. Et donc j'ai commencé ma vie d'adolescent et de jeune adulte au moment où on fait les rencontres culturelles les plus importantes, les plus captivantes, des choses qui vont vous animer, que vous allez emporter avec vous toute votre vie. Je l'ai passé en essayant d'exclure la culture qui me plaisait, quoi. Voilà, c'était moi je venais des comics de Marvel, de la science-fiction, j'écoutais du rock progressif, musique de vieux baba cool, machin qui n'était pas de mon âge, mais j'avais récupéré tout un lot de disques de Genesis, Pink Floyd, Tangerine Dream, etc. Robert Wyatt. Rock Bottom, qui est le plus beau disque du monde. Nous sommes d'accord. Si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent sortir. Nous déposons un point Coyote devant vous. Et j'ai passé les premières années de ma vie de jeune adulte à lutter contre ma propre culture, avant de me dire que j'avais le droit d'aimer Beckett et d'aimer Isaac Asimov et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné ce droit-là? Quel est le moment où vous vous êtes dit mais maintenant je peux très bien lire je sais pas moi Ballard et Heiner Müller? Ballard c'était un peu pointu quand même. Mais un moment c'est tout simplement je sais pas vieillir, un peu de maturité, et dans mes premières tentatives d'écriture je me rendais compte que je faisais des choses qui étaient forcément à la synthèse d'une culture qui serait une culture livresque un peu pointue et d'une culture très populaire, parce que j'avais ça en moi, quoi. À 14 ans, je lisais Stephen King et je voulais pas devenir écrivain, je voulais devenir Stephen King. Malheureusement, le job était pris. Et à un moment, il m'a fallu repasser par une longue période de confiance en moi pour accepter que je n'avais pas une culture, mais que j'avais des cultures, et que ces cultures, elles n'étaient pas excluantes, elles s'additionnaient. Voilà. La théorie des ensembles. D'où la théorie des ensembles, les ensembles mathématiques. Vous savez, vous assurez là, vous prenez les gens qui aiment bien Stephen King, les gens qui aiment bien Heiner Müller, et vous trouvez s'il y a des gens, si les deux ensembles se superposent à un moment ou à un autre. Stéphane Guy, cette question de littérature populaire et littérature dite savante, je me permets de vous la poser parce qu'il me semble qu'elle apparaît... Oui, je me permets, je reste encore d'une très grande politesse. Et non, parce qu'il me semble aussi elle se pose, en acte dans votre livre, où on a d'une part tout ce qui tourne autour de l'image, de sa disparition, du lien avec la reproduction, bref, des choses qui intéressent un certain nombre de concepts philosophiques, on peut penser à Benjamin, et d'autre part, on a notamment dans la deuxième partie, on a quelque chose qui lorgne plus carrément vers le thriller, on pense à Indiana Jones par moment, bref, on pense à tout ce qui se ressortirait plutôt à une littérature ou à une culture dite populaire. Donc moi je me demandais, est-ce que comme Éric Pessan, vous avez ressenti une contrainte, une obligation de cliver ces deux cultures, ou est-ce que pour vous elles ont toujours été l'une et l'autre solidaires? Oui, non, moi j'étais vraiment l'idiot du village, donc je me suis pas rendu compte de ça. Je lisais n'importe quoi, donc je savais pas du tout. Et personne m'a fait des remarques comme ça. Incroyablement castratrice, enfin je trouve ça bizarre. Donc j'ai pas eu à subir ça, j'étais vraiment innocent moi de ce point de vue-là. Mais je crois profondément, et je pense qu'il y a une chose dont je suis fier dans ce livre, c'est qu'il y a un personnage qui est gardien de musée, qui connaît rien à l'art, et qui, en partant vraiment du ras des œuvres, finit par se constituer quelque chose comme une culture de l'œuvre. Alors, il n'a pas lu Arras, et alors, on vit très bien sans avoir lu Arras, finalement, et avec toute l'admiration que j'ai pour cet auteur, bien sûr. Donc, je dirais que je suis fier d'avoir fait un personnage comme ça qui est capable de construire en dehors de ces variations de la culture. Une des choses perverses aujourd'hui, je trouve, c'est que maintenant, les élites affectent d'adorer les formes de culture
On en revient à cette notion d'hypocrisie que j'évoquais. Ah, mais c'est hallucinant, ça. C'est-à-dire que, évidemment, ils trouvent tous One Piece formidable, quoi, maintenant. Ils sont très manga, ils sont très quinoa et très manga, je pense. Voilà. Ils sont formidables. C'est pas très circuit court, tout ça. Non, mais il y a ces élites-là, au fond, ont déserté les positions classiques de la bourgeoisie pour affecter une espèce de pop culture, etc. Donc maintenant, je pense qu'on dirait plus ça. Mais c'est très très pervers, quoi, parce que je trouve que là encore, il y a des gens qui ont des privilèges de pouvoir aimer des formes de culture ou d'adorer l'Eurovision, puisque ça va être la saison. C'est-à-dire que ça rapporte, c'est de la culture, c'est ce que j'appelle la culture majoritaire, hein, c'est-à-dire ça rapporte, c'est One Piece, ça génère du profit, voilà. Et donc la culture, elle est vue à travers un prisme purement économique. Marvel, Disney, c'est la meilleure culture du monde. Ils ont à la fois Star Wars, Marvel, tout le catalogue Disney, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent. Donc c'est la meilleure culture. La culture, elle est vue à travers un aspect purement économique. Et tant mieux si les films... quand un nouveau... Il y a un Star Wars qui est en préparation, quand il va sortir, ça va être très difficile d'acheter une brosse à dents sans avoir un personnage Star Wars de sérigraphié sur le manche. Oui, et d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, George Lucas est connu, tout le monde sait ça, par le fait qu'on lui a proposé des points sur les ventes du film, et on lui a proposé, il a dit non, c'est pas grave, moi je veux prendre les produits dérivés. Et les produits dérivés, c'était une manne. Ça a été une manne absolument, et on lui a abandonné en se disant mais il est fou ce garçon, enfin, etc. Mais là il y a un point de bascule dans la culture pop. Oui. Il y a eu en bas de chez moi pendant 3 mois un magasin pop-up de One Piece. One Piece étant un manga très célèbre, le meilleur manga du monde si vous avez moins de 15 ans. Épisodes. Comment ? 1064 épisodes. Oui, moi j'ai lu que l'Arche 1, donc je suis pas non plus... Ce serait pas un point coyote, ça, par hasard ? Si, je connais exactement. Mais en fait, chaque fois que je vais dans un collège ou un lycée, je tombe sur des gamins qui adorent One Piece et qui sont hyper fiers d'avoir lu les 1064 épisodes. Donc j'ai retenu le chiffre. Ah, c'est un beau chiffre, hein. C'est une équipe de 12. Mais... Bon, et puis c'est une version de l'île au trésor, c'est leur île au trésor à eux. Hein. Vraiment, c'est un peu plus long, quoi, mais... Alors on a parlé là de la haine, de la destruction de la culture, qu'on se rassure, la réaction ou l'action est possible. Pour revenir à cette notion de possible qui vous plaît tant, Stéphane Guy, et il y a un personnage très intéressant dans votre livre, un certain Bruce Lipton, qui est une espèce de, alors comment le qualifierait-on, d'activiste culturel, de militant culturel. Enfin, pour donner juste un exemple, lors d'une vente aux enchères de dessins de Rembrandt, vente aux enchères, imaginez une salle comme celle-ci, et puis donc voilà, les adjudications ont lieu, et au fond il y a un type en uniforme SS. Et en fait, ce type en uniforme SS distribue des tracts, et sur ces tracts, il révèle que les dessins de Rembrandt qu'on est en train de vendre ont été en fait spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il est aussi possible d'intervenir comme ça dans ou par la culture, de faire de la culture une forme de militantisme ? Une question compliquée. Hein. Ah, vous êtes dur avec moi, mais alors d'abord, je pense que maintenant les artistes contemporains eux-mêmes qui sont les plus compromis avec le système capitalisme affectent de le contester massivement. Donc ce genre de happening maintenant est sponsorisé par LVMH. La transgression, c'est vraiment la génuflexion devant l'autel, quoi. C'est quand même comique. Enfin, voilà. Il y a cette fusion-là qui... une petite anecdote aussi, comme ça. Un jour, j'ai écrit une chronique contre la fondation Vuitton. J'ai appelé ça la fondation sac à main. Bon, c'était pas très charitable. Alors j'ai expliqué que pour construire leur fondation Vuitton, ils ont détruit le musée des arts et traditions populaires qui était juste à côté. C'était formidable. Et les travaux, il y avait marqué musée des arts et traditions populaires, et quand j'avais été voir les travaux, le mot populaire était tombé. Symboliquement, c'est presque trop beau. C'est formidable. Alors, en plus, ils ont déporté les collections à Marseille, parce que là-bas, ils sont très populaires, c'est bien connu. Et donc, j'ai écrit cet article. Et au bout d'une semaine, je me suis aperçu que cet article qui avait été partagé sur les réseaux avait disparu. C'est-à-dire que ces gens ont des agences,
qui nettoie la contestation, et il ne restait qu'une seule mention de mon article, qui était paru dans un grand quotidien, qui était une mention pour dire que mon article était nul. C'était la seule façon dont il était prêt. Et une semaine après, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé à LVMH ? Une invitation au prochain vernissage. Un truc VIP. Vous touchez combien d'heures ? Non, mais voilà, je suis sûr. Enfin, c'est la base, quoi. Je veux dire, un rebelle, chouette, on va pouvoir faire quelque chose. Pour vous dire que la résistance, elle peut plus passer, à mon avis, par ces gestes-là. Et le type qui faisait, il y a eu un artiste, j'oublie son nom, mais tout le monde le connaît évidemment. Pour un coyote paradoxal. Alors, là, ça devient complexe. C'est encore coyote en peau retournée, quoi. C'est très compliqué. Mais il y a un type qui a fait ça à The Happening comme ça, s'habiller en Asie à Munich pour l'anniversaire du congrès. Mais c'est pas Kiefer qui faisait ça dans sa jeunesse ? Si. C'est Anselm Kiefer qui ça faisait. me dit quelque chose. Oui, il faisait des happenings, il se déguisait en Asie en 66 pour fêter 36, vous voyez, enfin des choses comme ça. Mais ça avait encore un sens, je pense. Mais maintenant. C'était lié à son père aussi, je oui, crois. Voilà, mais évidemment. Mais puis, alors tout ce genre de choses, maintenant, mais tu finis en TikTok, quoi, en 2 minutes. T'es liké par des gens, on trouve ça cool pendant, 3 heures. Donc, très sérieusement, je pense que c'est plus possible. Ils ont intégré complètement. Ils ont des anticorps quand même incroyables. Le système capitaliste a réagi à la grande lutte des artistes contemporains contre eux en les retournant complètement. Voilà. Contre Amazon, qui est un livre dont j'oublie le nom de l'auteur, qui a été traduit en français et publié par les éditions du Nouvel Attila. Ils en ont vendu le plus sur Amazon. J'en avais parlé avec Benoît, l'éditeur. Parce qu'Amazon, ils s'en foutent de vendre un pamphlet contre eux à partir du moment où ils le vendent. Mais, alors, sans me faire l'avocat du grand Satan Amazon, je me demandais, est-ce que c'est si neuf que ça, d'une certaine façon, les grands artistes du passé qu'on trouve novateurs, ultramodernes, les Titiens, les Tintoret, etc., étaient finalement travaillés pour des commandes, travaillés pour les pouvoirs en place. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est pas comparable dans le sens où c'était quand même appuyé sur tout un milieu savant, tout un système qui n'existe plus, à mon avis. J'ai l'impression. Voilà. Oui, l'artiste a toujours travaillé pour un commanditaire, mais ça ne l'a pas empêché de faire des chefs-d'œuvre. Voilà. Vous citez dans votre théorie du cut une très belle chanson de Sylvain Vanneau, le soutien du roi, et vous avez employé l'expression tout à l'heure. Donc on a parlé de l'art comme bien de consommation, mais d'autre part, l'art ne vit pas non plus en espèce de vase clos, ou selon une expression très en vogue aujourd'hui, hors sol. Il y a besoin de financement aussi. Comment on réconcilie les deux ? On réconcilie les deux en se rendant compte que quand on finance l'art, on finance également tout un écosystème autour de l'art. C'est-à-dire que un théâtre, il est implanté dans une ville. Il y a supprimer l'année où le Festival d'Avignon n'a pas eu lieu, les commerçants à Avignon, ils ont pleuré. Voilà, à côté de là où j'habitais pendant très longtemps, il y a le festival de Hellfest. Au début, les commerçants ils se sont dit « Oh là là, c'est qui ces adorateurs de Satan qui vont venir écouter du métal ?» Et ensuite, ils ont fait tous les producteurs de muscadet, ils ont mis leur fond de cuve pour faire la tournée des enfers. Et ils sont bien contents. Et il y a un centre Leclerc entièrement peint en noir, juste à côté du site du Hellfest. Ils font des sandwichs à tire-larigot pour les gens. Donc l'art n'est pas, je veux dire une compagnie, un artiste, etc. Il n'est pas isolé. Il faut regarder tout ce qui se passe autour de lui. Et de toute façon, on le sait. Enfin, il y a des études qui l'ont prouvé, qui l'ont démontré, etc. L'art, même le plus pointu possible, va générer du profit autour de l'art. Ensuite. Se pose vraiment, oui, cette question de la pluralité, de la diversité. On peut dire qu'il n'y a aucun intérêt de monter aujourd'hui La Tempête de Shakespeare parce que c'est un vieux texte. On peut dire qu'il n'y a aucun intérêt d'aller vers
des pratiques minoritaires. Tout à l'heure, je parlais de pratiques majoritaires, d'aller vers des pratiques minoritaires, que ce soit en cinéma, cinéma art et essai, que ce soit en littérature, avec des choses un petit peu plus expérimentales, etc. Peu importe. On peut dire que ça n'a aucun intérêt parce que ça génère pas de profit, mais ça génère pas de profit, mais ça génère déjà c'est faux, ça en génère. Puis ça génère de la pensée. Je reviens sur ce terme qui pour moi est essentiel. Ça va générer du lien, ça génère de la réflexion, et de toute façon, on peut aussi se dire, quand on regarde quand même un peu l'histoire de l'art, que avant d'être majoritaire, plein de gens ont été minoritaires à un moment ou à un autre. Alors j'aimerais, vous allez me taxer de coyote encore, on n'aura jamais autant parlé de coyote dans cette enceinte, mais vous citez un petit passage d'un texte de Baudelaire. Par bonheur se présentent de temps en temps des redresseurs de tort, des critiques, des amateurs, des curieux qui affirment que tout n'est pas de Raphaël, que tout n'est pas dans Racine, que les poètes mineurs ont du bon, du solide et du délicieux. Je vous épargne la fin, de toute façon j'ai écrit trop mal, j'arrive plus à me relire. Mais voilà ce que je me disais. Est-ce que vous pensez qu'il faut être aussi du côté de ces amateurs, de ces curieux, qu'il faut défendre peut-être de manière un peu volontariste ces cultures dites mineures ou minoritaires ? Mais bien sûr, oui, bien évidemment, bien sûr. Sinon, on finit par une espèce de pyramide de plus en plus, avec une base de plus en plus étroite, et ça sera un cylindre, quoi. Enfin voilà. Mais bien sûr qu'il faut défendre tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une partie de l'art, je parlais de Disney tout à l'heure, Disney ça va pour eux. Bon, ils ont juste un problème, c'est la loi des monopoles américains, ils vont bientôt posséder l'ensemble du cinéma mondial, et donc il va falloir qu'ils laissent quand même vivre en haut de petits studios, comme à une époque Universal Music possédait 90% des labels du monde. Universal Music, ça finit par exploser, c'est 90% de la musique du monde qui était produite par Universal Music. Donc il y a des gens qui sont très très bien rentables, mais à côté de ça, on vit dans une époque très paradoxale parce qu'on multiplie maintenant les écoles d'art. Il y a des écoles d'art dans toutes les villes quasiment. Il y a des écoles des beaux-arts partout, donc c'est très bien de faire des beaux-arts. C'est bien, on peut s'exprimer. Là, l'année prochaine, il y a 2 masters de création littéraire qui se créent à Nantes. Un relié aux beaux-arts, un relié à la fac. Donc un qui sera plutôt dans le roman et l'autre qui sera plutôt dans les littératures expérimentales. Il y a des écoles de cinéma partout. Public, privé. Donc on passe notre temps à former des artistes parce que c'est bien, et après on leur dit attention, il faut être rentable, il faut être commerciaux, il faut surtout pas demander de l'argent public, il faut surtout pas. Donc c'est une époque extrêmement paradoxale. Et si on soutient pas les émergences, si on soutient pas les formes alternatives, sachant que certaines refusent d'être soutenues, et c'est très bien pour elles aussi. Enfin, c'est un débat beaucoup plus compliqué que ça. Mais si on ne soutient pas l'ensemble de ce qu'on peut appeler une politique culturelle d'émancipation, eh ben on va laisser la place à la seule richesse et au seul succès économique de l'ensemble du champ culturel. Je ne suis pas très clair, mais enfin, c'est parce que je m'énerve. Au contraire, la colère clarifie toujours. Stéphane Guy, alors une question qui est un peu, qui découle un peu de celle que je viens de poser à Éric Pessan, c'est que dans votre livre, il est question des d'icônes de l'art, des grands tableaux, des tableaux qu'on a trop regardés. Il est moins question des petits tableaux, des petits maîtres, par exemple. Pourquoi ? Je sais pas. Alors c'est drôle parce que j'aime beaucoup les petits maîtres, mais pourquoi je réfléchis à la façon. Enfin, dans ce livre-là, il est clair que les icônes m'intéressaient parce que les icônes, elles sont adossées. Voilà. Une icône, c'est reproductible. Une icône, c'est religieux. Donc, le geste d'aller voir la Joconde, c'est quand même une petite génuflexion devant un hôtel culturel dont tout le monde fait ça, quoi. Et quand M. Macron veut faire un discours au Louvre, il se met là. Il fait son petit selfie à lui. Alors, ce qui me frappe aussi, enfin, on m'a beaucoup reproché de détruire beaucoup d'œuvres dans ce roman, mais je rappelle quand même que les œuvres, il en disparaît tout le temps, que c'est pas, qu'il y a quelque chose d'inévitable dans les, enfin, en permanence, des choses disparaissent, voilà. Dans la littérature, on avait une conversation nous trois là, Point Coyote,
à table ce midi sur les auteurs disparus ou les auteurs, toutes ces hiérarchies. En fait, on se représente le Louvre comme un ensemble homogène. Le Louvre, en fait, n'a pas cessé de changer. Il y a des gloires immenses qui pâlissent. Il y a des auteurs qui... Alors, prenez un exemple. Les gens vous disent Georges de la Tour est un peintre du XVIIe siècle. J'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce qu'avant 1930, les tableaux de Georges de la Tour sont attribués à une dizaine de peintres. Donc à la lettre, ce peintre n'a pas d'œuvre. Et il faut quelqu'un d'absolument génial pour repérer et brusquement faire apparaître en 1930 une œuvre de 1600 quelque chose. Et ça se produit constamment. Il me semble que... et que ces hiérarchies mobiles, le musée c'est aussi large dans lequel on conserve à peu près tout et n'importe quoi et les choses bougent comme ça. Ça me fascine beaucoup. Et je vais juste rajouter une anecdote. Un jour, je visitais un château, un monument historique, je ne dirais pas où, et il se trouvait que je connaissais un peu quelqu'un qui travaillait là, qui m'a dit « viens voir ». Il m'a ouvert une pièce que ne visite pas le public, et à l'intérieur, il y a 2 tableaux qui sont certainement des tableaux de Bruegel d'Ancien, qui sont totalement inconnus de tous les inventaires, parce que le monument n'a pas le budget de les faire expertiser. Donc ils sont mis là, le public ne peut pas les voir. C'est certainement des tableaux de Bruegel d'Ancien, mais là ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de Monum n'a pas les moyens, donc ils attendent un budget possible. Et ces tableaux, ils sont magnifiques, ils ont leur place évidemment dans un grand musée des Beaux-Arts. Mais voilà, il y a aussi toutes ces histoires-là qui font que quelque chose n'apparaît pas dans un musée, est caché, est resté planqué dans un placard. Enfin, c'est bien plus aléatoire que ce qu'on ne croit. Oui. Et l'institution publique, par exemple, cette forme aussi qu'on appelle l'État, conserve tout et n'importe quoi, et sans se suivre la dernière mode, sans suivre... voilà. Quand les salles du Louvre ont été faites il y a un certain temps, le peintre majeur du XVIIe siècle, c'était Eustache Le Sueur. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qui est Eustache Le Sueur. Pour un coyote. Je ne vous demanderai pas de visualiser les 27 tableaux qui représentent la vie de Saint-Bruno au Louvre, que vous connaissez tous, bien sûr. Non, je suis désolé, moi je suis le seul mec qui s'arrête dans cette salle. Les gens, ils filent, ils vont voir les Latour. Alors qu'il y a 50 ans, je pense qu'il y avait des gens qui s'arrêtaient gravement devant Saint-Bruno et qui n'allaient pas 2 salles plus loin aller voir, voilà. Et je pense qu'il y a cette idée, enfin, soumettre tout à l'argent, c'est soumettre tout au temps, à la mode, à l'arbitraire des puissants. Donc, l'espace de la culture, il faut accepter une espèce de geste gratuit. Et là encore, c'est ce qu'on ne supporte pas. La gratuité, ça emmerde. Ça emmerde les gens à Bercy. Ça les embête, quoi. La phrase libérale par excellence des Chicago Boys, il n'y a pas de repas gratuit. There is no such thing as a free meal. C'est la devise du libéralisme. En fait, si. Et s'il y a des bonnes volontés, il y a des repas gratuits. Et le Louvre, c'est un repas gratuit, qui a été fondé par qui ? 1793, je suis désolé, la terreur. Le Louvre est inventé par des gens, d'extrême gauche, je suis désolé. Donc de la terreur aux Chicago Boys, vous avez 2 heures. Voilà, non mais peut-être justement, puisqu'on parle de gratuité, de fric et de pouvoir, j'aimerais finir par vous poser une dernière question qui rejoint un peu ce que vous avez annoncé au début de notre conversation, sachant que les subventions budgétaires actuellement font l'objet de coupes sévères, pour ne pas dire de coupes claires. Sachant qu'en particulier dans les Pays de la Loire, on sait que le budget a été considérablement réduit pour la culture. Moi, je me demandais tout bêtement, cette fois c'est une question simple, Stéphane Hautguy, donc vous me pardonnerez, j'espère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une erreur profonde et je pense que je vais vous répondre par une anecdote sur mon lieu de travail. Dans le BTS, j'enseigne dans un BTS, donc on forme des gens qui passent un brevet de technicien supérieur. Bon. Et pourquoi il y a un S dans BTS ? C'est parce que supérieur, ça veut dire que les gens ont l'intelligence des techniques qu'ils utilisent. Raison pour laquelle ils ont 8 heures par semaine de cours de culture. Et un jour, l'Éducation nationale, quelqu'un à Bercy, bureau 423B, s'est dit « mais ça coûte cher ça, c'est quoi ce truc ?»
et a voulu le supprimer. Et qui m'a sauvé? Qui a demandé à ce que soit maintenu un enseignement de la culture? TF1. Les chaînes ont dit non mais ça va pas les gars. Parce qu'il y a des commissions, il y a des représentants de TF1, de M6, de machin. Je dois mon travail actuel. Et ça me fait un peu mal. Je ne vous dirai pas où, parce que je suis trop poli, mais ça me fait mal. Ça me fait très mal. Il y a la tour, moi je travaille à Boulogne-Billancourt, la tour n'est pas là. À chaque fois que je vois la tour, je me dis merci Seigneur. Quoi. On a été sauvés par... Les gens ils ont dit, mais attendez, non, les techniciens, il faut qu'ils aient un œil quand même, sinon ils ne peuvent pas faire un synthé correct, ils ne peuvent pas travailler. Quoi. Voilà. Et ça, c'est authentique. Hein. On a failli fermer la boutique. Alors que les gens qui veuillent fermer la boutique réfléchissent un peu quand même. Éric Pessan, une réaction dans Ma Tempête, donc, ce metteur en scène qui n'a pas pu monter La Tempête de Shakespeare parce qu'on lui a coupé les vivres, il le raconte à sa fille. Et pendant qu'il le raconte, il y a une gigantesque tempête qui se lève. Donc j'ai publié ce livre en septembre 2023. Et cette tempête détruit les locaux du Conseil régional des Pays de la Loire, puisque le roman se passe à Nantes. Et j'étais très content par anticipation de les avoir détruits avant. Non, Christelle était absente ce jour-là. Elle n'est pas dans le roman, mais je veux dire, c'était, ce qui s'est passé là, à l'échelle où ça s'est passé, était pas prévisible. Enfin voilà. Ce qui n'était pas prévisible aussi, c'était que le président d'un parti politique qui sera en lice pour les prochaines élections, qui est maire d'une ville, qui a fondé vraiment l'identité de sa ville sur la culture, récompense notre présidente de région en lui donnant la vice-présidence de son parti immédiatement, quelques jours après qu'elle ait fait ses annonces budgétaires, de coupes budgétaires graves. Ça, c'était pas prévisible. Mais je suis vraiment très 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 content d'avoir détruit l'ensemble des bureaux du conseil régional avec une tempête. Un an et demi avant, un an et quelques mois avant son tweet. Parce que c'est une manœuvre politique. La culture, elle ne sert qu'à ça. On sait très bien que quand on attaque la culture, malgré tout, on va en entendre un petit peu plus parler que d'autres choses. Je tiens à dire d'ailleurs qu'elle n'a pas attaqué que la culture. Il n'y a plus de planning familial. Il n'y a plus de... elle a attaqué aussi toutes les associations LGBT+. À la fois c'est un espèce de retour à un espèce d'ordre moral, et c'est à la fois une manière d'exister nationalement. Nous, on la connaissait parce qu'on vit dans la région des Pays de la Loire. Je vis dans la Sarthe. On la connaissait, mais elle est devenue en quelques heures une star nationale grâce à ce qui est une opération de com, et la culture sert à bon dos et ne sert qu'à être une opération de com carriériste. Et tout ça, je trouve ça absolument révoltant et terrifiant en même temps. Merci. Alors espérons que TF1 vous entende. Et avant de clore, peut-être s'il y a des questions dans le public pour Éric Pessan ou Stéphane Hautguy. Une fois, deux fois, trois fois, non. Bon, alors écoutez, merci. Merci à vous. Merci Damien. Merci à vous. Merci Damien. Merci.